Ok, donc là ici on est en train de repositionner une lisse haute par-dessus les structures de mur qui vont permettre en fait de rétablir les charges du gîtage et de solidifier ou plutôt de solidariser les deux structures. Donc ici au niveau de la jonction de l'ossature, elle reprolonge de part et d'autre et donc solidarise les deux structures et permettent d'avoir non seulement un alignement parfait mais aussi un aplomb entre les deux ossatures. Des ciseaux japonais, j'ai pensé à toi. C'est vrai? Des harigari machin là. Ouais, les trucs avec le... T'as commandé ça où? Mais en fait, si tu veux, je suis... Eh, ne me fais pas chier hein, parce que moi j'ai voulu en acheter, j'en trouve nulle part. Mais si tu veux, je suis tombé sur justement ce site-là. C'est pas un site, c'est un groupe Facebook en fait de compagnons et tout. C'est pas des Allemands? Tous des gens comme ça. Et il y a un Français qui a laissé un message: salut tout le monde, je viens de lancer ma micro-entreprise où je cherche tous les trucs d'occasion, donc il va faire des brocantes et tout, et il achète Ah, donc c'est des occasions. japonais, et c'est des occasions. Oui, parce qu'un vrai c'est impayable, c'est 400 balles les 4 ciseaux. Ouais, c'est ça. Et c'est 45 €, de 17 à 45 € le ciseau, et c'est vraiment les nomiques, ouais. Avec la fabrique, tu vois, le petit japonais, et du coup je l'ai contacté pour savoir s'il lui en restait, et il m'a dit oui, il m'en reste plein. Alors je ne sais pas si le micro fonctionne ou pas, mais voilà, Louis est viré. Vous la prenez en direct. Ça fait 2 mois que j'essaie d'avoir des ciseaux bien spécifiques et l'autre mongol il m'annonce qu'il a ça aujourd'hui. Bah t'es viré. T'es viré? Et je suppose que dans la Bah tu vois, bien sûr, un égoïste. Et ce gars-là, déjà on fait des vidéos, quand on dit ah, mets-toi pas sur le côté que les abonnés, non qu'à faire un stage, hein, tu vois, alors imagine acheter des ciseaux à bois et faire profiter son patron des ciseaux à bois, mais tu rêves toi, mais tu rêves. Il a même les pierres, certaines idées. Ouais c'est ça, ça va. Arrête d'en acheter. Arrête. Qui est enfoiré. Et alors le pire, c'est que tu vas voir, hein, quand on va aller dans l'atelier, il vient avec ses petits ciseaux et puis il dira Benoît, je m'occupe de... Pas besoin de tes ciseaux, j'ai pris les miens. Donc voilà, nous voilà arrivés au stade du montage des ossatures. En fait, c'est exactement le même principe pour les murs extérieurs que les murs intérieurs. Mais j'en profite que je suis arrivé à une baie de porte pour vous montrer un petit peu le principe à respecter. Je vois beaucoup de personnes qui en fait prennent leurs linteaux. Donc les linteaux, donc là, vous avez la baie de porte, ça c'est le bas de la porte, c'est le haut de la porte. J'en vois beaucoup qui mettent des linteaux comme ceci à plat. Et puis après qui viennent remettre une traverse, etc. Si vous mettez votre linteau comme ceci à plat, on peut faire l'essai si vous voulez, hein. Si je marche dessus, en fait il va complètement plier. Donc un linteau de baie de porte, que ce soit une porte intérieure ou un linteau de structure extérieure, ça se met toujours sur champ. Pourquoi? Parce qu'il est censé récupérer les charges de la partie haute. Alors certains vont dire oui, sur une largeur de 1 mètre, etc. Sur une largeur de 1 mètre, si vous avez un gîtage au-dessus qui fait déjà en poids propre 100 kg ou 80 kg et que vous y ajoutez la charge permanente plus les charges occasionnelles, voilà, ça fait quand même pas mal de poids à récupérer sur le linteau de cette porte. Et donc, au fur et à mesure des années, c'est pour ça souvent que les gîtages et les planchers ont tendance à bouger dans les vieilles habitations. Donc quand vous faites une ossature bois, que ce soit d'ailleurs, Louis peut vous montrer ici tous les linteaux qui sont mis, tous les linteaux sont sur champ. Et donc pour une porte intérieure, c'est exactement la même chose et c'est d'autant plus important quand on travaille sur des sections inférieures à 14 cm. Donc ici c'est des sections de 89, donc c'est du 89 par 38. Imaginez si je me mets comme ceci, que je viens mettre une traverse ici, mais en fait la traverse va repousser le poids sur le linteau. Donc le linteau à un moment donné va faire une flèche, donc va faire passe de vache pour faire simple. Donc voilà, ça c'était super important de vous l'expliquer. Donc on va continuer le montage, on va le mettre en place et je vous ferai le tour de l'ossature pour que vous compreniez aussi les principes des angles. Alors Louis se marre, pourquoi te marres-tu? C'est passe de vache, ça me fait. Donc voilà, allez, on attaque le montage du linteau. Donc ici, on va peut-être le clouer comme ça. Je vais le tenir. Quelqu'un sait le clouer là-bas?
Donc voilà le principe constructif. En fait c'est tout simple, on a donc les montants tous les 56 cm. Chaque fois les linteaux, comme je disais, bien sur champ, avec une traverse au centre de la portée, mais ça tout dépend des distances évidemment. Au niveau des retours, donc chaque fois qu'il y a une cloison intérieure, on vient remettre un montant dans la structure extérieure à plat pour récupérer justement les accroches des cloisons intérieures. Donc ici on a un montant à plat qui reprend cette cloison-ci. Ici il va y avoir une cloison de nouveau qui va être reprise dans le montant ici, dans le poteau, qui va lui reprendre les charges, parce que là on a une poutre qui revient pour récupérer une partie du solivage. Au niveau des angles, donc quand on regarde ici, pareil, on a une planche à plat et on a un retour en L. Donc on a une planche sur le côté qui permet justement à celle-ci d'être refixée dans la partie latérale. On le voit peut-être mieux ici. Donc on a un L en fait, qui est chaque fois formé. Donc il y a une poutre ici et une poutre qui revient comme ceci pour être reprise dedans. Et alors toutes les forces dans les coins sont reprises au niveau des assemblages. Parce que c'est pas évident. Malheureusement on a une météo de merde, donc on n'a pas su filmer toutes les étapes du gîtage. Donc là on est en train de faire les chevrons en sifflet comme on dit pour les évacuations des eaux de pluie. Donc on a fait le gîtage en 80 par 240 et là je vais revenir peut-être sur les calculs ou en tout cas comment est-ce que j'ai procédé. Et alors on part de la façade du bâtiment existant avec une surépaisseur de 14 cm et on redescend en fait à chaque fois d'1 cm par mètre pour créer une pente vers le jardin, donc vers la baie vitrée où le client se trouve actuellement. Et alors à partir du coin droit du bâtiment, donc de la droite ou moi où je me situe, donc sur l'arrière de l'appareil où Louis est, on est parti à 9 cm et on redescend en fait à chaque fois avec de nouveau 1 cm par mètre vers le coin du bâtiment qui se situe ici, où on va se retrouver avec 3 cm. Comme ça, on a 1 cm par mètre à chaque fois dans les deux sens pour évacuer les eaux de pluie.
Alors, reprise de chantier aujourd'hui. Après une journée de flotte et galère hier, on est encore dégoûté parce que malheureusement on aurait voulu vous partager la réalisation du gîtage et des coupes de sifflets, mais il a draché toute une bonne partie de la journée. Il y avait un vent ici jusqu'à 80 km/h dont l'appareil a failli tomber par terre. Donc voilà, on recommence aujourd'hui, on finit les bandes d'OSB de la première partie, on essaie de vous expliquer le principe du gîtage, des calculs et des pentes pour faire évacuer les eaux sur la toiture plate. Donc voilà, on se retrouve sur le toit avec un petit peu une météo un peu plus clémente, même s'il y a encore pas mal de vent. Donc comme j'expliquais, malheureusement on n'a de nouveau pas su filmer la mise en place des poutres qui créent les sifflets. Donc les sifflets, c'est quoi? C'est des poutres qu'on vient remettre sur les solives de charpenterie pour créer une pente d'évacuation des eaux. Donc lors du carport, malheureusement, pas de bol, il a fait dégueulasse aussi. Ici, pas de bol, il fait dégueulasse. Je suis vraiment désolé, je suis le premier frustré parce que j'aurais vraiment voulu vous expliquer le principe. Donc on va essayer de faire ça avec les panneaux OSB positionnés. Donc on est parti de l'habitation avec des poutres de 80 par 240 sur lesquelles on est venu réinstaller des chevrons qui font 14 cm par 4 cm en partant de la façade. D'accord, et on est redescendu de plus en plus vers le jardin, donc vers les évacuations des eaux. Alors pourquoi 14? Parce qu'ici on a une portée de 6 mètres et on a compté 1 cm par mètre. Donc évidemment toutes les solives, on a rediminué la hauteur des sifflets d'un demi-centimètre, puisqu'on a plus ou moins un anthrax de 50 cm entre les solives. Une fois qu'on est arrivé à la portée, à la fin de la cloison, comme j'ai expliqué auparavant, en fait on a une cloison ici qui va supporter la poutre doublée pour reprendre les charges des solives qui sont sur le lamelé collé dans l'autre sens. Comme j'ai expliqué, en fait on a fait le gîtage dans ce sens-ci pour contreventer le bâtiment avec les panneaux d'OSB dans ce sens-là pour éviter l'arrachement du bâtiment et maintenir la structure. Et ici on a un débordement de l'extension qui va créer une faiblesse étant donné qu'on a une grande baie vitrée sur l'avant avec les effets du vent dans ce sens-ci. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé le sens de solivage pour justement permettre aux panneaux d'OSB de contreventer la structure dans ce sens-ci. D'accord? Est-ce que ça paraît clair, Louis? Oui. Ok. Alors ici, donc on a fait tous nos chevrons avec 1 cm par mètre du bâtiment vers l'extérieur. Je n'ai pas fait une pente dans ce sens-ci au départ. Pourquoi? Pour que les eaux qui viennent du bâtiment s'évacuent le plus vite possible en fait de la façade du bâtiment, parce que c'est souvent là que les problèmes se créent d'humidité, etc. Donc là j'ai privilégié une descente directe vers l'extérieur du bâtiment et ensuite on est parti de la gauche du bâtiment vers la droite du bâtiment avec une pente dans l'autre sens. Donc si vous regardez, je ne sais pas si ça va se voir sur l'appareil, j'ai été recoupé à l'atelier en fait des chevrons en sifflet. Donc c'est-à-dire que là je suis de 9 à 9, puis je suis de 9 à 7,5, puis de 9 à 7,8, puis de 9 à 7,2, non de 8 pardon, de 9 à 8,6, de 9 à 7,8, de 9 à 7,2, de 9 à 6,6, 9, 6, 9, 5, 4. Pourquoi? Parce que ici, je peux avoir une surface totalement plane et ensuite elle redescend. Donc elle part de là à la même hauteur et puis ça redescend tout doucement. Donc en fait mes eaux vont descendre comme ceci et s'évacuer vers l'extérieur en fait du bâtiment et notre évacuation des eaux de pluie se fera là-bas. Ok? Donc ça, on va le faire maintenant. Donc on va finaliser la mise en place des panneaux d'OSB dessus. Une fois que les panneaux d'OSB sont faits, on va faire les rehausses d'acrotère. Donc les rehausses d'acrotère, c'est quoi? C'est des petites structures qui vont faire la ceinture de la toiture plate, qui vont permettre en fait de maintenir les eaux. Donc on va créer une genre de piscine. Mais avant, sur le panneau OSB ici, on va venir mettre une membrane par vapeur, d'accord, collé en plein bain sur la structure, et puis un isolant de 14 cm en pur. Ça c'est le client qui s'en occupe. Comme vous avez vu, c'est un chantier collaboratif avec le client.
Moi, je ne suis pas couvreur, donc je ne m'occupe pas de tout ce qui est étanchéité à la base sur la structure. C'est nous qui allons nous occuper de mettre la membrane EPDM, mais par contre c'est le client avec son frère a priori qui va s'occuper de mettre le pare-vapeur et l'isolant. Ensuite on remettra le PDM. Je ne sais pas si je ferai une vidéo sur la mise en place de l'EPDM ou un tuto. Comme je le dis, moi je suis menuisier à la base, charpentier, mais je ne suis pas couvreur. Il y a des chaînes qui montrent très bien comment est-ce qu'on fait les plis mouchoirs pour les EPDM, etc. Je vous invite plutôt à aller voir sur place. Le site de Firestone par exemple est très bien fait, où ils expliquent les bonnes techniques au niveau des plis mouchoirs et ce genre de choses. Donc nous on va continuer, on va vous montrer comment on procède pour faire les couvre-accrotaires, puisque étant donné qu'on a créé une pente comme ceci et une pente comme ceci, nos couvre-accrotaires, eux, doivent être parfaitement de niveau, puisque de l'extérieur du bâtiment, il est hors de question de commencer à avoir une pente sur les bords. Donc de l'extérieur, toutes les parties supérieures du bâtiment doivent être parfaitement de niveau visuellement. Donc on va maintenant regarder comment on va installer tout ça. Voilà, allez, on continue. Hein. Oui, donc petit truc encore, j'ai oublié de le dire, mais ici, toutes les poutres sont inséré à queue d'aronde, donc comme d'habitude moi je suis pas fan des sabots métalliques, donc voilà. Allez, je vais couper les panneaux. Finir la ligne, deux méthodes, soit on prend la mesure pile poil au bord des chevrons de débordement de toiture, soit on tire un trait de cordex de part et d'autre du bâtiment, et alors on recoupe pour être parfaitement aligné à la façade extérieure, puisque maintenant on va venir mettre nos rehausses d'accrotaires qui vont permettre de réceptionner les panneaux extérieurs de façade. Donc là on doit être parfaitement d'aplomb par rapport à la face extérieure de la structure. Donc maintenant on finalise ça et on va prendre les différences de niveau par rapport à nos rehausses d'accrotaires. Donc les rehausses d'accrotaires, comment est-ce qu'on les fait? On essaie de se tenir à 10 cm minimum au point le plus haut, et puis alors après on a la pente, et donc ici en l'occurrence on a 6 cm de différence. Il y a un isolant de 12 cm d'épaisseur ici, donc on va prendre les différentes épaisseurs qu'on va additionner sur le mur de la façade et on va reporter au trait de laser. Donc voilà, ici je prends mes traits de laser d'une manière totalement aléatoire et j'ai déterminé la hauteur finie de mon accrotaire. Donc la hauteur finie de mon accrotaire ici est de 24 cm. Je vais prendre maintenant la différence de hauteur ou de distance entre mon trait de laser et le trait, enfin et la hauteur de mon accrotaire, et je vais la reporter de l'autre côté du bâtiment. Comme ça je suis parfaitement certain d'être de niveau. Ensuite je vais reprendre le trait de laser au bout du bâtiment, aux quatre coins, comme ça je vais pouvoir avoir la différence de hauteur exacte, puisque là on a 6 cm, mais avec les sifflets, avec les épaisseurs, les différences de niveau du bois, etc. on peut avoir, je sais pas moi, peut-être 6 cm,4, 6 cm,6 et là-bas 7 cm, voilà, j'invente. Donc on va reprendre tous nos niveaux pour être certain de faire les structures parfaitement de niveau en rapport aux façades extérieures. Donc je passe de l'autre côté.
Voilà. Donc là, j'ai mon trait de laser. Donc on va mesurer la distance entre le trait de laser et le trait de l'accroteur. Donc combien est-ce qu'on a, Louis? 12,3. 12,3, tu sais me faire glisser mon mètre? C'est celui que tu as en main, à mon ami. Premier qui se moque, ça chie. Combien? Donc maintenant, je redescends de 12,3 par rapport à mon trait de laser. Ok. Voilà. Donc les 12,3 en fait correspondent à quoi? Correspondent donc à la distance du trait de laser là-bas et la distance déterminée de la hauteur d'accroteur et mon trait de laser de l'autre côté de la pièce. Donc maintenant le trait de laser, on va le reporter en pied de bâtiment et on va voir la vraie différence. Donc ici en gros au trait de laser par rapport à l'OSB, je suis à 35 cm. Je vais me retourner et je vais vous retourner également. Voilà, j'espère que... Oui. Et alors, je vais voir par rapport à mon trait de laser où je me situe. Donc ici, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais on voit bien qu'en fait, on a une pente légère ici et qui se casse encore d'une manière plus importante au niveau de la jonction des deux poutres support que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, je suis devant évidemment. Plus haut. D'ailleurs, je le vois sur mon trait de laser. Je suis à 45,5. Alors, petite astuce pour être certain d'être de niveau avec votre mètre, en fait, quand vous faites balancer ou remonter, vous devez tomber sur la plus petite mesure. C'est-à-dire que plus vous allez vous reculer, plus vous allez monter sur votre mètre. Donc votre trait de laser va se retrouver à 46 par exemple. Plus je vais reculer, plus mon trait de laser va monter sur mon mètre. Donc moi, qu'est-ce que je fais pour être certain d'avoir la bonne mesure? Je joue un petit peu avec mon mètre avant-arrière et dès que j'ai la plus petite mesure, je suis certain d'être niveau. Je ne sais pas si c'est clair pour ça, Louis? Donc voilà, ici par exemple, je fais basculer mon niveau, enfin mon mètre, et je vois que je suis à 46. Je reviens vers l'avant, hop, je suis à 45,5. Je repousse un peu vers l'avant, je reviens de nouveau vers 46. Donc en fait, il faut vraiment faire jouer votre mètre pour être certain d'avoir la bonne mesure. Parce que si vous n'êtes pas d'aplomb, ben vous pouvez vite perdre quelques millimètres. Donc ici, je suis à 45,5. Donc ça, on va noter. Donc j'ai 45,5 au trait de laser. Et là, j'ai dit combien, Louis? Et là, j'ai 35 piles. Donc, on a 10 cm,5 de différence de niveau. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la hauteur finie de notre accroteur et on va additionner, ou en tout cas augmenter les chevrons qui vont constituer le couvre-accroteur de la distance, de la différence des deux distances. Donc ici, en l'occurrence, 10 cm et demi. Donc je pense que là, on a 24, j'ai dit. Donc 24 plus 10,5. On va avoir 34,5. D'accord? Donc ici 24, 34,5. Donc ça veut dire qu'ici on va vraiment avoir un bel accroteur pour récupérer les eaux et éventuellement la neige. Quand la neige va pouvoir monter, etc., ben, on est certain qu'on n'aura pas de débordement. Donc on passe de l'autre côté. Donc ici, vous voyez bien la pente en sifflet, donc on voit vraiment bien les panneaux qui partent d'ici à là, qui redescendent. Et sur la partie droite, pareil, on voit vraiment bien, là je vais essayer de zoomer peut-être, non là je m'écarte, donc de là tout au bout jusque là, ça descend pour évacuer les eaux. Donc on a deux pentes créées dans la toiture pour permettre justement l'évacuation des eaux de toiture. Allez, je vous rejoins sur le toit pour vous montrer comment on fixe les rehausses d'accroteur. À tout de suite. Nous voilà arrivés sur la toiture plate où on va installer les rehausses d'accroteur.
Alors là, il y a deux écoles. Donc on va isoler par-dessus. Donc on va créer une toiture chaude, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir du pur sur la partie haute, le panneau d'OSB et puis les solives. On aurait pu très bien travailler avec de la fibre de bois ou de la laine de roche entre les solives, mettre un panneau d'OSB et puis la couverture. Le problème, c'est que ça crée des points de rosée. On reviendra sur ce sujet de type de points de rosée et de pont thermique, etc., qui sont deux choses complètement différentes dans une autre vidéo qui va faire peut-être partie de ce projet, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est deux choses importantes. Alors, pourquoi est-ce que je viens sur ce sujet-là? C'est que les rehausses d'accroterre peuvent être positionnées de deux manières par rapport à l'isolation telle qu'elle va être positionnée. Donc il y en a qui vont vous dire, vous mettez votre isolant pur sur toute la surface de la toiture et puis vous venez mettre vos rehausses d'accroterre par-dessus. Moi je ne procède pas de cette manière. Pourquoi? Parce que ici on a 12 cm de pur, donc d'isolant, et je vais devoir visser mes rehausses d'accroterre à travers l'isolant et aller rechercher ma structure en bas. Ce qui veut dire que toute la partie de ma vis qui va être dans l'isolation ne sera maintenue à rien à part de la frigolite ou plutôt du polyuréthane, mais qui ne tient à rien. Donc avec le temps, moi ce que j'ai peur, c'est que ça commence à bouger et que ça ne soit pas suffisamment stable. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais une structure de rehausse d'accroterre qui est plus fine que l'ossature qui se trouve en bas. Je vais donc habiller, on va la visser. Là c'est important, contrairement à l'ossature où je cloue toutes mes ossatures, ici je le visse. Pourquoi? Parce qu'il y a réellement une possibilité de soulever les rehausses d'accroterre avec les effets du vent. D'accord? Donc il y a vraiment ici des poussées qui vont s'effectuer sur cette partie ici. Donc je mets des vis pour éviter les arrachements. Qu'un clou va permettre à la structure de bouger, mais n'a quasiment aucune résistance au niveau de l'arrachement. Okay? Donc ça c'est important de comprendre la subtilité. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Mon isolant va revenir contre mon accroterre, ma rehausse d'accroterre. Donc sur la rehausse d'accroterre, évidemment, on va l'habiller avec de l'OSB. Une fois que mon isolant sera passé, en partie basse, entre les solives et sur l'épaisseur du mur qui se situe en dessous, il y aura une isolation. Donc il y aura une continuité d'isolation entre le panneau d'OSB et la partie haute, puisque l'isolation va revenir jusqu'ici en partie basse et l'isolation de la toiture va être plus importante, donc va redéborder de 4 cm vers l'extérieur. Ensuite, là, il n'y a aucun problème d'isolation puisque la partie basse est isolée. Et le même principe. Alors certains vont dire oui, mais les épaisseurs de bois, etc. Ben, les épaisseurs de bois, quand vous allez isoler en bas, entre chaque montant, vous avez un isolant, un montant, un isolant, un montant. Donc à chaque fois, vous avez un morceau de bois entre votre isolant. Donc ça veut dire quoi? Que du coup, votre ossature bois n'est pas isolée. Or, ça a été clairement démontré, une maison ossature bois est beaucoup plus isolante qu'une maison traditionnelle, en tout cas beaucoup plus respirante et donc beaucoup plus saine qu'une maison en dur où vous avez du polyuréthane qui empêche le bâtiment de respirer, etc. Donc voilà, on va fixer tout ça, on revient vers vous, vous allez voir un petit peu comment est-ce qu'on procède. C'était surtout pour vous expliquer comment les positionner et pourquoi les positionner de la sorte par rapport à d'autres méthodes qui existent. Ok? Allez, c'est parti! Ok. Et donc pareil, on voit vraiment bien la pente qui est créée ici avec l'évacuation. Allez, je vais devoir vous couper malheureusement. De nouveau, il commence à pleuvoir un petit peu trop pour l'appareil. Donc on vous reprend après.